Donc, comme j'ai dit lors de la dernière vidéo, concernant les outils et techniques de prévision, les prévisions, ce sont des hypothèses éclairées sur les tendances et des événements futurs. Donc, il faut prendre en compte et prendre en considération que aucune prévision n'est parfaite. Donc, maintenant pour les hypothèses. Donc, les hypothèses, ce sont les meilleures estimations actuelles de l'impact des principaux facteurs externes sur lesquels le gestionnaire a peu ou pas de contrôle, mais qui peuvent avoir un impact significatif sur la performance ou la capacité à atteindre les résultats souhaités. Donc, pour les hypothèses, il s'agit des estimations de l'impact des facteurs, par exemple, quel est l'impact de vieillissement de la population, par exemple, sur les activités de l'entreprise. D'accord. Donc, sur lesquels le gestionnaire a peu ou pas de contrôle, mais qui peuvent avoir un impact significatif sur la performance ou la capacité à atteindre, comme j'ai dit donc dans la vidéo précédente, donc comment l'entreprise peut prendre en compte ou peut prendre en considération ce changement concernant la population, le vieillissement de la population par rapport aux activités de l'entreprise. Donc maintenant, on va étudier l'analyse de l'industrie à travers la matrice d'évaluation des facteurs externes. Donc, la matrice d'évaluation des facteurs externes, EFE, permet aux stratèges de résumer et d'évaluer les informations économiques, sociales, culturelles, démographiques, environnementales, politiques, gouvernementales, juridiques, technologiques et concurrentielles. Donc, euh, il faut tout d'abord résumer et évaluer les facteurs suivants. Donc économique, social, culturel, démographique, environnement, politique, gouvernement, légal, technologique, compétitif. Donc pour chaque facteur, par exemple le facteur économique, on va bien évidemment identifier les opportunités et les menaces pour chaque facteur, comme l'analyse Pestel. Donc, quelles sont les étapes de la matrice EFE? Donc, on a 5 étapes à respecter. Donc, la première étape consiste à énumérer 20 facteurs externes clés. Donc, énumérer 20 facteurs identifiés dans le processus, par exemple, d'audit externe, lors de l'analyse ou lors de l'analyse Pestel, y compris bien évidemment les opportunités et les menaces qui affectent l'entreprise et son secteur. Donc, énumérer d'abord les opportunités, puis les menaces. Soyez aussi précis que possible en utilisant autant que possible des pourcentages, des ratios et des chiffres comparatifs. Donc, il vaut mieux être très précis, d'accord, au niveau de l'identification des opportunités et de menaces. Il vaut mieux toujours être précis avec des pourcentages et des chiffres. Alors, par la suite, attribuer à chaque facteur un poids compris entre 0, donc 0 indique pas important, et 1 très important. Donc, le poids indique l'importance relative de ce facteur, identifié déjà dans la première étape, pour réussir dans l'industrie, dans l'entreprise. Donc, on attribue une note de 0 pour les facteurs qui ne sont pas du tout importants pour réussir dans l'industrie, et 1, c'est un facteur très important à prendre en considération pour la réussite de l'entreprise dans l'industrie. Donc, le poids indique l'importance relative de ce facteur, c'est-à-dire les facteurs internes et externes identifiés lors de la première étape pour réussir dans l'industrie de l'entreprise.
Donc, généralement, les opportunités reçoivent souvent un poids plus élevé que les menaces, mais les menaces peuvent recevoir un poids élevé si elles sont particulièrement graves ou menaçantes. Donc, les pondérations appropriées peuvent être déterminées en comparant les concurrents qui réussissent à ceux qui ne réussissent pas ou en discutant du facteur et en parvenant à un consensus de groupe. Il faut noter que la somme de tous les poids attribués au facteur doit être égale à 1. Donc, si vous allez identifier 20 facteurs, donc le total de poids doit être égal à 1. Si vous avez trouvé moins de 20 facteurs, donc c'est possible. L'essentiel est d'identifier les facteurs relatifs à l'activité de l'entreprise, les facteurs qui sont importants pour la réussite dans l'industrie. Et après, il faut que le total de ces poids est égal à 1. Pour la troisième étape, il s'agit d'évaluer l'efficacité des stratégies actuelles de 1 à 4. Donc, ce chiffre indique l'efficacité avec laquelle les stratégies actuelles de l'entreprise répondent aux facteurs. Le fait d'attribuer une note comprise entre 1 et 4 à chaque facteur externe clé pour indiquer l'efficacité de l'entreprise afin de répondre à ce facteur. Donc, on va trouver par la suite un exemple pour mieux expliquer les différentes étapes de la matrice EFE. Donc, au cours de la deuxième étape, il s'agit d'effectuer un poids au facteur pour évaluer l'importance de ce facteur à la réussite dans l'industrie. Et troisième étape, il s'agit d'effectuer un chiffre de 1 à 4 pour évaluer donc si l'entreprise répond d'une manière favorable ou défavorable à ce facteur. Donc, on va attribuer la note de 4 si la réponse de l'entreprise est supérieure, c'est-à-dire si elle répond très favorablement à ce facteur-là, c'est-à-dire si l'entreprise saisit très bien cette opportunité et si elle a évité une menace bien déterminée. On va attribuer la note de 3 si l'entreprise répond d'une manière supérieure à la moyenne. On va attribuer 2 si la réponse est moyenne et 1 si la réponse elle est médiocre, c'est-à-dire l'entreprise ne répond pas d'une manière favorable à l'opportunité ou aux menaces. Donc, elle n'a pas saisi l'opportunité existante sur le marché et aussi elle n'a pas évité la menace. Donc, les notes sont basées sur l'efficacité des stratégies de l'entreprise. Les notations sont donc basées sur l'entreprise, tandis que les pondérations de l'étape 2 sont basées sur l'industrie. Donc, il est important de noter que les menaces et les opportunités peuvent recevoir de 1 à 4, d'accord, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, l'étape 2, elle est basée sur l'industrie, c'est-à-dire est-ce que le fait de saisir une opportunité X ou éviter une menace Y, il est important pour réussir dans l'industrie en général. Et l'étape 3, elle est basée sur l'entreprise. C'est-à-dire, si l'entreprise a répondu d'une manière favorable à cette opportunité, c'est-à-dire si l'entreprise a saisi cette opportunité, ou si l'entreprise a réussi à éviter cette menace. Donc, on va attribuer la note de 1 à 4. Donc, la quatrième étape, il s'agit de multiplier le poids de chaque facteur par sa note pour déterminer un score pondéré. La dernière étape, qui est l'étape 5, il s'agit d'additionner les scores pondérés pour chaque variable pour déterminer le score total pondéré pour l'organisation.
Donc, quel que soit le nombre d'opportunités et de menaces clés incluses dans une matrice EFE, le score total pondéré le plus élevé possible pour une organisation est de 4 et le score total pondéré le plus bas possible est de 1. Donc le score total moyen pondéré est de 0.5. Un score total pondéré de 4 indique qu'une organisation répond de manière exceptionnelle aux opportunités et menaces existantes dans son secteur. En d'autres termes, les stratégies de l'entreprise tirent efficacement parti des opportunités existantes et minimisent les effets négatifs potentiels des menaces externes. Alors, un score total de 1 indique que les stratégies de l'entreprise ne capitalisent pas sur les opportunités ou n'évitent pas les menaces externes. Donc, un exemple de la matrice pour un complexe cinématographique local de 10 salles, ou de 10 salles de cinéma ou de 10 théâtres. Alors, observez dans le tableau que le facteur le plus important, là, on a fait 7 opportunités. Donc, la première étape, il s'agit d'énumérer des opportunités et de menaces. On a fait 7 opportunités et 7 menaces. Donc ça concerne la première partie. La première partie, c'est d'attribuer des poids à ces opportunités et à ces menaces pour évaluer l'importance de ces facteurs dans l'industrie. Donc, on peut observer que le facteur le plus important pour réussir dans cette entreprise est la tendance à une alimentation saine, érodant les ventes dans les concessions, comme indique 0.12. Donc, le facteur le plus important ici, c'est le numéro 8. Donc, on a attribué 0.12 à ce facteur. Donc, il a un poids important pour réussir dans l'industrie du cinéma, qui est la tendance à une alimentation saine, érodant les ventes dans les concessions. Donc, il faut que l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise du complexe cinématographique, ils doivent prendre en considération cette menace. Donc, notez également que le cinéma local se porte très bien en ce qui concerne la gestion de 2 facteurs. C'est-à-dire, l'université TDB augmente de 6% par an. C'est l'opportunité, c'est dans le cadre de l'opportunité numéro 2. Opportunité numéro 2. Donc, on trouve un poids de 0.08 et l'entreprise a attribué la note de 4, c'est-à-dire que l'entreprise répond d'une manière très favorable par rapport à cette opportunité. Donc, l'entreprise a bien saisi cette opportunité. Et aussi, la tendance à une alimentation saine érode les ventes dans les concessions. Aussi, l'entreprise a répondu d'une manière très favorable à la menace qui est numéro 8, d'accord, la première menace, qui est tendance à une alimentation saine érodant les ventes. Donc, l'entreprise a attribué la note de 4, c'est-à-dire l'entreprise répond d'une manière très favorable à cette menace. Alors, comment l'entreprise peut répondre d'une manière très favorable par rapport à cette opportunité et à cette menace? Pour deuxième facteur qui est l'opportunité, l'université TBD augmente de 6% par an. Donc l'entreprise peut-être elle a distribué des dépliants sur le campus, sur l'université pour faire connaître encore plus les salles de cinéma ou le complexe de cinéma. C'est comme ça donc que l'entreprise a répondu d'une manière très favorable à cette opportunité.
Donc, elle a distribué soit des flyers, des pliants pour faire connaître ce complexe cinématographique auprès des étudiants. Elle a distribué ça dans les campus de l'université. Et pour les menaces, tendance à une alimentation saine, donc le complexe de cinéma, il a proposé des alimentations saines ou des boissons saines à son menu de concession. Donc ça, c'est une partie pour répondre à cette menace. Donc si les consommateurs ou si les clients ou si les gens ont tendance à consommer d'une manière plus saine, donc l'entreprise propose dans son menu une alimentation saine, que ce soit en termes des boissons ou de yaourt. Alors, maintenant, donc observez également que les facteurs sont énoncés en termes quantitatifs dans la mesure du possible, plutôt que d'être énoncés en termes vagues. Donc, comme nous avons dit dans le slide précédent, il vaut mieux être plus précis dans les facteurs, comme l'opportunité numéro 2, donc l'université augmente de 6% par an. Donc, il y a ce pourcentage de 6%. Donc, il vaut mieux être précis pour bien évaluer ce facteur. Donc, notez également que tous les facteurs sont exploitables au lieu d'être quelque chose comme l'économie va mal. Donc, parce que si on va mettre dans les menaces, l'économie va mal, donc on ne peut pas répondre à ce facteur-là. Il faut vraiment que le facteur soit plus précis. Donc, enfin, notez que le score total pondéré est de 2,58, qui est supérieur à la moyenne de 2,5. Donc, cette activité cinématographique se porte plutôt bien. Donc, profitons des opportunités externes et évitons les menaces auxquelles la firme est confrontée. Donc, cependant, il y a évidemment place à l'amélioration, car le score total pondéré le plus élevé serait de 4. Donc, comme l'indiquent les notes de 1, par exemple, il y a une note de 1 pour opportunité numéro 1, aussi pour dernière menace. L'entreprise donc répond d'une manière très faible par rapport à cette opportunité, à cette menace. Donc l'entreprise doit travailler davantage sur cette opportunité et sur cette menace. Donc pour cette matrice, soyez quantitative dans la mesure du possible et il faut noter également que les notes varient de 1 à 4 pour les opportunités et les menaces. Alors, donc ça par rapport à la matrice EFE, là il y a aussi un exercice afin de mieux comprendre cette matrice. Cet exercice c'est un mini-cas qui concerne l'entreprise Michelin et l'Afrique, donc une évaluation externe. Il s'agit d'identifier 3 étapes. La première étape, donc il s'agit de faire des recherches sur le climat des affaires dans 10 pays africains. Étape 2, préparer une matrice EFE pour Michelin, basée uniquement sur les opportunités et les menaces auxquelles Michelin sera confronté en faisant des affaires dans les 10 pays africains que vous avez choisis. Étape 3, sur la base de vos recherches, répertoriez les 10 pays africains que vous avez sélectionnés par ordre d'attractivité pour Michelin, sur lesquels concentrer ses efforts, expliquez en une phrase le classement de chaque pays. Donc, Michelin souhaite s'implanter en Afrique, d'accord? Mais avant de l'implantation en Afrique, il faut faire une évaluation externe à travers l'analyse EFE. Donc, la première étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des recherches sur les climats des affaires dans 10 pays africains que Michelin peut s'internationaliser, peut cibler. L'étape 2, il s'agit de préparer la matrice EFE, donc comme cette matrice-là, comme l'exemple de complexe cinématographique, basée uniquement sur les opportunités
et les menaces auxquelles Michelin sera confronté en faisant ses affaires. Donc, les facteurs seront en lien, bien évidemment, avec l'entreprise. Il ne faut pas faire des opportunités et des menaces d'une manière générale, mais en lien avec l'entreprise Michelin. La troisième étape, donc, elle consiste de répertorier les 10 pays africains que vous avez sélectionnés par ordre d'attractivité. C'est-à-dire, vous allez dire que le pays X, donc, il est le numéro 1, c'est le plus approprié, par exemple, à Michelin pour faire ses activités dessus, et vous allez expliquer pourquoi. D'accord? Vous allez faire la même chose pour pays 2, pays 3, pays 4, pays 5. Et vous allez justifier pourquoi le pays X, qui est numéro 1 par exemple, est plus attractif que le pays 2, 3, 4, 5. Et ceci, bien évidemment, à travers les notes attribuées dans la matrice EFE. Donc, maintenant, on a fini avec la deuxième partie du cours et du coup, on va attaquer la troisième et la dernière partie qui concerne les choix stratégiques. Donc, pour cette partie, on va se focaliser plus en particulier sur les 3 stratégies qui sont fusion, acquisition et alliance. Mais bien évidemment, on va présenter tous les différents types de stratégies de l'entreprise. Donc, quels sont les objectifs ou les résultats d'apprentissage concernant cette partie? Donc, on va identifier les motivations stratégiques clés des fusions, acquisitions et des alliances stratégiques. On va distinguer les enjeux clés de la bonne gestion des fusions, acquisitions et des alliances stratégiques. On va comprendre comment faire les bons choix entre le développement organique, les fusions, acquisitions et les alliances stratégiques. Par la suite, on va identifier les facteurs clés du succès des différentes options de croissance. Donc, pour commencer, on va voir quelles sont les méthodes ou les types de stratégies. Donc, on peut ici, selon ce schéma, distinguer les options stratégiques et les méthodes stratégiques. Donc, suite à la première partie et à la deuxième partie, donc la première partie, on a défini la stratégie, quels sont les différents types de stratégies et quelles sont les 3 étapes de la gestion stratégique. Et par la suite, nous avons vu l'analyse macro-environnementale. Donc, suite à l'analyse macro-environnementale et à l'identification des facteurs internes, des facteurs externes, et suite aussi à diagnostic de l'entreprise. Donc, l'entreprise va identifier ses options stratégiques en se basant sur l'analyse macro qu'on a fait. Donc, l'entreprise, elle va identifier ses alternatives stratégiques qui sont diversification, une stratégie intensive et une stratégie d'intégration. Donc, il y a 3 grands types d'options stratégiques. La première, c'est option stratégique de diversification. Cette option concerne la diversification connexe et la diversification indépendante. Donc, on va voir par la suite la définition de ces 2 types de stratégies, d'options stratégiques. Deuxième option stratégique concerne l'option intensive. Donc, on trouve 3 modalités ou 3 types dans cette option intensive. Donc, on trouve pénétration du marché, développement du marché et développement du produit. Et la dernière option stratégique, on trouve l'option d'intégration. Et elle aussi se répartit en 3 points, en 3 modalités: intégration en amont, intégration en aval et intégration horizontale. Donc, lorsque l'entreprise elle va décider ses options stratégiques, donc elle va opter soit pour la diversification, soit pour l'option intensive, soit pour l'option d'intégration. Par la suite, elle va identifier et fixer la méthode de stratégie pour
pour en fait mettre en place et pour mettre en avant les options stratégiques. Donc, on a 3 méthodes de stratégie. Il y a le développement organique, fusion et acquisition, et troisièmement, l'alliance stratégique. Donc, la première étape, il s'agit de déterminer et d'identifier les options stratégiques pour l'entreprise. Donc, l'entreprise va choisir soit la diversification, soit l'option intensive, soit l'option d'intégration. Et après, elle va déterminer quelle méthode stratégique appropriée pour mettre en place l'option stratégique. Alors, maintenant, on va définir en détail les différentes options stratégiques. Donc, on a dit qu'il y a dans la stratégie d'intégration 3 modalités qui sont l'intégration en aval, l'intégration en amont et l'intégration horizontale. Donc, ces 3 modalités font partie de la stratégie d'intégration. Pour l'intégration en aval, donc, il s'agit d'acquérir la propriété ou contrôler davantage les distributeurs ou les détaillants. Par exemple, Amazon a lancé des services de livraison rapide dans certaines villes américaines. Ça, c'est l'intégration en aval. Donc, c'est le fait d'acquérir ou de contrôler les distributeurs. Donc, généralement, l'entreprise, elle fait seulement de la production. Après, elle va choisir un canal de distribution pour mettre le produit à la disposition des clients finaux. Mais dans ce cas-là, l'entreprise elle a opté pour une option stratégique intégration en aval afin d'acquérir donc la partie aval du processus, c'est-à-dire elle va acquérir la propriété et le contrôle aussi du distributeur, comme le cas d'Amazon. Donc Amazon, c'est lui-même aussi qui fait la livraison de sa marchandise pour les clients finaux. Donc il y a des produits d'Amazon, donc Amazon fait la production, plus la livraison de produits, plus la distribution de produits. Ça, par rapport à l'intégration en aval. L'intégration en amont, donc c'est la recherche de propriété ou contrôle accru des fournisseurs d'une entreprise. Exemple, donc Starbucks a acheté une ferme de café. Donc, au lieu que l'entreprise elle collabore avec des fournisseurs afin d'acheter la matière première, donc l'entreprise décide elle-même d'être le fournisseur, donc d'être son propre fournisseur, comme le cas de Starbucks. Starbucks, au lieu d'acheter des cafés auprès de fournisseurs, il a décidé d'acheter lui-même une ferme de café. Donc Starbucks, c'est lui-même l'entreprise et le fournisseur. Ça, on appelle l'option stratégique intégration en amont. Pour l'intégration horizontale, donc qui est la troisième modalité de l'option stratégique intégration, donc il s'agit de rechercher d'une part de marché accru pour les produits ou services actuels. Intégration horizontale, donc c'est le fait de rechercher de propriété ou contrôle accru sur les concurrents. Donc, la banque BBT donc, a acquis une autre banque. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment de d'acheter ou de faire collaboration avec le concurrent. D'accord? Si on a un concurrent qui est très présent sur le marché, qui menace notre entreprise, pourquoi pas faire une intégration horizontale et acheter donc ce concurrent ou faire partenariat avec ce concurrent. Maintenant, on est dans deuxième type d'option stratégique qui est la diversification. Donc, on trouve 3 modalités aussi, pénétration du marché, développement du marché et développement de produits. Donc, par rapport à la pénétration du marché, la première modalité, il s'agit de rechercher d'une part de marché accru pour les produits ou services actuels sur le marché actuel grâce à des efforts marketing accrus.
Donc, pour la pénétration du marché, il s'agit de rechercher une part de marché accrue pour le produit ou service actuel grâce à des efforts marketing. Par exemple, Under Armour a signé le champion de tennis Andy Murray à un contrat de marketing de 23 millions de dollars sur 4 ans. Donc, il s'agit ici d'augmenter la part de marché de notre produit ou de notre service actuel. Deuxième modalité, c'est le développement du marché. Donc, il s'agit d'introduire les produits ou services actuels dans une nouvelle zone géographique. Par exemple, Gap, donc c'est une enseigne de vêtements, a ouvert ses 5 premiers magasins en Chine. Donc, développement du marché, c'est-à-dire ils ont visé un nouveau pays, une nouvelle zone géographique, dans ce cas qui est la Chine. Donc, Gap a ouvert ses 5 premiers magasins en Chine. On appelle ça développement du marché. Troisième modalité, c'est le développement de produits. Donc, il s'agit de rechercher une augmentation des ventes en améliorant les produits ou services actuels ou en développant de nouveaux produits ou services. Par exemple, Amazon vient de commencer à proposer sa propre gamme de couches et de lingettes pour bébés. Donc là, il y a un développement de produits. Donc, ils ont proposé une nouvelle gamme de produits. Maintenant, pour la dernière partie des options stratégiques, on trouve la diversification. Dans la diversification, il y a diversification connexe et diversification indépendante. Pour la diversification connexe, il s'agit d'ajouter de produits ou services nouveaux mais connexes. Par exemple, Facebook a acquis la société de messagerie texte WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un produit connexe, c'est-à-dire qui est déjà en liaison avec l'activité principale de l'entreprise. Comme elle a fait Facebook, donc elle a acheté WhatsApp, qui est une activité connexe à Facebook. Il y a une diversification indépendante. Donc, il s'agit d'ajouter de nouveaux produits ou services non liés. Donc, dans le premier cas, il y a liaison entre la nouvelle activité et l'activité actuelle de l'entreprise. Et dans la diversification indépendante, il n'y a pas de lien entre l'activité de l'entreprise et le nouveau produit. Par exemple, Kroger et le marché des aliments entiers préparent des repas et deviennent des restaurants. Donc, ils ont changé de l'activité, ils ont conquéré un nouveau marché. Maintenant, retranchement. Donc, il s'agit de regrouper ou de regroupement grâce à la réduction des coûts et des actifs pour investir à la baisse des ventes et des bénéfices. Staples, par exemple, a fermé de 150 magasins et réduit de 50% la taille des autres magasins. Et suite aussi aux crises sanitaires, il y a plusieurs magasins qui ont fermé certains points de vente ou certains magasins afin de réduire les coûts et aussi les actifs, donc pour inverser la baisse des ventes, comme Conforama. Donc Conforama, elle a aussi fermé quelques points de vente afin de réduire les coûts suite à la crise sanitaire, comme d'ailleurs plusieurs d'entreprises et plusieurs d'enseignes. Maintenant, des investissements. Donc, il s'agit de vendre une division ou une partie d'une organisation. Sears Holding a cédé sa vision Land's End aux actionnaires des Sears. Donc, ça, c'est le fait de vendre une partie des actions à une autre entreprise. Ou dernière option, c'est la liquidation. Donc, c'est le fait de vendre tous les actifs d'une entreprise en partie pour leur valeur tangible, comme Taj Mahal, New Jersey fait face à une liquidation. Il y a malheureusement plusieurs entreprises aussi suite aux crises sanitaires qui ont fait une liquidation et ils ont vendu tous leurs actifs à une autre entreprise. Donc ça, ce sont les différentes options stratégiques. Donc il y a l'option d'intégration. Donc, l'option d'intégration a 3 modalités qui sont l'intégration en aval, intégration en amont, intégration horizontale. Il y a l'option intensive
option stratégique intensive qui concerne la pénétration du marché. Donc, si l'entreprise souhaite pénétrer un nouveau marché, développement du marché, donc si l'entreprise souhaite conquérir une nouvelle zone géographique, ou aussi développement de produits si l'entreprise veut développer une nouvelle gamme de produits. Donc, il y a aussi une option de diversification. On trouve deux types ou deux modalités de l'option stratégique de diversification, diversification connexe et diversification indépendante. Et finalement, on trouve trois autres options qui sont retranchement, désinvestissement et liquidation. Donc ça, c'est un tableau récapitulatif des différentes stratégies et différentes options stratégiques optées par des entreprises. Maintenant, on va expliquer les différentes méthodes de stratégie. Donc, on trouve développement organique. Donc, on peut aussi voir notre schéma. On a, dans un premier temps, expliqué les différentes options stratégiques. D'accord, diversification, intensive, intégration. Maintenant, on va expliquer les différentes méthodes stratégiques. Développement organique, fusion et acquisition, et finir avec l'alliance stratégique. Comme ça, on a étudié les différents types de stratégies que l'entreprise adopte. Alors, pour les méthodes stratégiques, donc la première méthode, c'est le développement organique. Donc, lorsqu'une stratégie est poursuivie en s'appuyant sur et en développant les propres capacités d'une organisation. Donc, c'est essentiellement la méthode faites-le vous-même. Donc, c'est l'entreprise qui va faire elle-même le nouveau produit ou le nouveau service ou peu importe. Donc, elle va pas faire des partenariats ou des collaborations à des entreprises. Elle va pas faire appel à une autre entreprise pour faire la diversification ou pour faire l'intégration ou pour faire la stratégie ou l'option intensive. Donc, l'entreprise, c'est elle-même qui va faire l'une de ces options stratégiques. Par exemple, la création d'Echo par Amazon est venue d'une Lab 126 où des centaines de personnes ont travaillé sur plusieurs innovations. Donc, Amazon, il a créé Echo. Par Amazon, c'est comme vous faites une petite recherche sur Internet. Donc, vous allez voir l'appareil Echo. Elle est aussi faite comme Google Home. D'accord? Donc, Echo par Amazon. Donc, c'est le laboratoire. Ce sont le personnel d'Amazon qui ont créé Echo Amazon. Donc, le personnel d'Amazon, ils ont fait un laboratoire. Ils ont nommé Lab 126. Donc, qui sont le personnel d'Amazon et qu'ils ont créé ça. Donc, ils ont fait un département de recherche et développement qu'ils ont appelé Lab 126 et qui est 100% créé par le personnel d'Amazon. Donc, il n'y avait pas une collaboration avec d'autres entreprises ou collaboration avec d'autres organisations pour créer le produit Echo Amazon. Donc, quels sont les avantages du développement organique? Donc, les connaissances et l'apprentissage peuvent être améliorés, bien évidemment, donc parce que l'entreprise va faire des recherches pour construire ou pour fabriquer un produit, répartir les investissements dans le temps, plus facile à financer. Aucune contrainte de disponibilité, donc pas besoin de rechercher des partenaires ou des cibles d'acquisition appropriées. Donc, ce sont le personnel d'Amazon, donc ils sont tout le temps, par exemple, sont toujours disponibles. Il n'y a pas une contrainte de disponibilité, pas contrainte de temps aussi. Il y a un autre avantage qui est l'indépendance stratégique. Moins besoin de faire des compromis ou d'accepter des contraintes stratégiques. Et parce qu'il y a seulement le personnel de l'entreprise, donc ils sont 100% indépendants. Gestion de la culture, donc nouvelle activité avec moins de risques de conflits culturels. Parce que si l'entreprise souhaite faire des partenariats avec une entreprise étrangère, donc il y aura certainement une différence culturelle qu'il faut gérer, qu'il faut étudier pour atteindre l'objectif. Donc ça, par rapport aux avantages du développement organique.
Donc, pour l'entrepreneuriat corporate, donc elle fait référence à un changement radical dans l'activité de l'organisation, principalement motivé par les capacités propres de l'organisation. Donc, pour Amazon, Alexa était une étape entrepreneuriale radicale. Donc, l'entrepreneuriat corporate est précieux car il encourage une attitude créative au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, entrepreneuriat corporate, c'est le fait de faire un département, d'accord, de recherche et développement dans une entreprise qui permet d'innover et de faire une innovation en termes de produits, en termes de services par rapport à cette entreprise. Donc, on appelle ça l'entrepreneuriat corporate, c'est-à-dire sur un entrepreneuriat qui est créé dans l'entreprise elle-même. Et elle encourage bien évidemment le personnel d'être plus créatif au sein de leur entreprise. Ça aussi fait partie bien évidemment de la première méthode de stratégie qui est le développement organique, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui fait elle-même ses options stratégiques, que ce soit diversification, que ce soit intégration, que ce soit une option intensive. Donc, deuxième méthode stratégique, c'est la fusion et acquisition. Donc, les fusions et acquisitions concernent la combinaison de 2 ou plus d'organisations. Une acquisition est réalisée en achetant la majorité des actions d'une société cible. Donc, les acquisitions amicales sont les cas où la direction de la cible recommande d'accepter la transaction de l'acquéreur. Ou les acquisitions hostiles sont des cas où la direction de la cible refuse l'offre de l'acquéreur. Donc, il y a deux parties ici dans cette deuxième méthode. Il s'agit de la fusion et il s'agit de l'acquisition. Donc, pour l'acquisition, il s'agit d'acheter la majorité des actions d'une société, soit d'une manière amicale, donc il y aura une transaction donc facile, un compromis entre les deux parties, soit les acquisitions hostiles, donc sont des cas où la direction de la cible refuse l'offre de l'acquéreur, soit d'une manière amicale, donc il y aura un achat, on va dire sans problème, soit d'une manière hostile. Concernant la fusion, donc c'est la combinaison de deux organisations auparavant distinctes afin de former une nouvelle société. Donc pour la première, il s'agit d'acheter la majorité des actions d'une autre entreprise. Pour la fusion, c'est une combinaison entre deux organisations ou deux entreprises auparavant distinctes afin de former une nouvelle société. Donc, quels sont les motifs stratégiques des fusions et acquisitions? Les motivations stratégiques peuvent être classées de trois manières, soit extension, soit consolidation, soit ressources et capacités. Donc, pour l'extension, de la portée d'une entreprise en termes de géographie, de produits ou de marché. Consolidation, augmentation de l'échelle, de l'efficacité et du pouvoir d'achat. Ressources et capacités, amélioration du savoir-faire technologique ou autres capacités. Donc, les entreprises souhaitent faire fusion et acquisition, soit pour s'élargir plutôt géographiquement, donc pour avoir aussi de nouveaux produits, de nouveaux marchés, soit l'augmentation de l'échelle, de la productivité, d'accord, et l'efficacité du pouvoir, soit aussi afin d'améliorer le savoir-faire technologique ou aussi autres capacités. Donc ça, ce sont les motifs, on va dire, positifs ou les raisons ou les motivations qui poussent les entreprises à adopter cette méthode stratégique qui est fusion et acquisition. Il y aura aussi des motifs financiers des fusions et acquisitions. Donc, il y a trois motivations financières principales. Il y a motivation ou efficacité financière, donc une entreprise avec un bilan solide,
riche en liquidités, peut acquérir ou fusionner avec une entreprise dont le bilan est faible, qui a des dettes élevées. Il y a efficacité fiscale, donc réduction de la charge fiscale combinée, donc lorsqu'il y a une fusion ou acquisition, dépouillement ou découpage des actifs. Donc c'est le fait de vendre des éléments de l'entreprise acquise pour maximiser la valeur des actifs. Donc il y a des motifs financiers et non financiers. Maintenant, quel est le processus d'acquisition? Donc le processus d'acquisition se compose de 4 étapes. Première étape, c'est le choix de la cible. Donc il faut vraiment choisir quelle entreprise à acquérir. Il faut faire par la suite l'étape de négociation avec les deux parties. Par la suite, c'est l'étape d'intégration. Et pour finir avec l'étape des résultats. Donc on va voir en détail chaque étape de processus d'acquisition. Donc pour choix de la cible en fusion et acquisition, F c'est fusion, A c'est acquisition. Donc 2 critères principaux s'appliquent. Il y a l'ajustement stratégique et ajustement organisationnel. Pour l'ajustement stratégique, l'entreprise cible renforce-t-elle ou complète-t-elle la stratégie de l'entreprise acquéreuse? Notons bien, il est facile de surestimer cette synergie potentielle car les synergies négatives sont souvent négligées. Concernant l'ajustement organisationnel, donc y a-t-il une concordance entre les pratiques de gestion, les pratiques culturelles et les caractéristiques du personnel de l'entreprise cible et de l'entreprise acquéreuse? Donc, il faut faire 2 types d'ajustements, un ajustement stratégique, donc en termes de stratégie de l'entreprise A et B, et aussi en termes organisationnels. Donc en termes la fusion ou l'acquisition par rapport au personnel et par rapport aux caractéristiques. Donc pour ça concerne le choix de la cible. Donc ça, c'est la première partie de processus d'acquisition. Donc il faut prendre en compte ces 2 critères. Le critère stratégique et le critère organisationnel. Donc, quelle est la stratégie à adopter pour cette nouvelle fusion ou cette nouvelle acquisition et quel est le personnel donc dominant qui va être aussi dans la nouvelle entreprise après la fusion ou l'acquisition. Donc, les 2 entreprises doivent se mettre d'accord sur le côté stratégique et sur le côté personnel, qui vont licencier, qui vont garder, qui va occuper les postes pour la nouvelle entreprise. Maintenant, deuxième étape qui concerne la négociation en fusion et acquisition. Donc, les directions doivent convenir à la fois du prix et des termes et conditions des fusions et acquisitions. Donc, offrez trop peu la cible et l'offre échouera. Donc, il faut bien qu'il soit équitable plus ou moins entre les 2 parties, sinon donc l'offre va échouer. Payer trop cher et il est peu probable que l'acquisition fasse un profit net du prix d'acquisition initial. Les acquéreurs ne paient pas simplement la valeur marchande actuelle de la cible, mais paient également une prime de contrôle. Il y aura aussi cercle vicieux de surévaluation. Donc, pour faire le processus d'acquisition, donc il faut prendre en considération ces différents points. Il faut négocier ces différents points afin de signer le contrat ou avant de faire la fusion ou l'acquisition. Donc, il faut faire cette équation gagnant-gagnant. Donc, concernant la 3e étape, qui est l'intégration en fusion et acquisition, 2 critères clés sont importants pour l'intégration structurelle. Premier point concerne l'étendue de l'interdépendance stratégique. Donc, c'est le besoin de transfert ou de partage des capacités et ou des ressources et le besoin d'autonomie organisationnelle. Donc, parfois, le caractère distinctif de l'entreprise acquise peut être un avantage, mais parfois c'est problématique. Donc,
Dans la phase de l'intégration, il faut prendre en compte l'interdépendance stratégique, c'est-à-dire il y aura un besoin de transfert, de partage des connaissances, des capacités, des ressources afin d'atteindre l'objectif de l'acquisition et de la fusion. Donc il y aura une partie d'interdépendance, c'est-à-dire une partie de partage, une partie de liaison entre les deux parties et aussi un besoin d'autonomie organisationnelle, c'est-à-dire que l'entreprise parfois l'entreprise X a des qualités et l'entreprise Y a des autres qualités. Donc, il faut aussi garder les qualités de chacun. Ça, en termes de l'autonomie ou besoin d'autonomie. Donc, parfois, malheureusement, c'est problématique parce que chaque partie veut imposer son point de vue, mais il faut vraiment rester autonome et chaque entreprise essaie de garder ses avantages ou ses qualités. Maintenant, pour la matrice d'intégration, donc on a deux critères pour définir les différentes modalités d'intégration, qu'on va par la suite les détailler au fur et à mesure. Donc, il y a le niveau d'autonomie acquis de l'entreprise et le transfert de connaissances. Donc, si le niveau d'autonomie acquis de l'entreprise est faible et le transfert de connaissances est faible, on est dans le mode de soins intensifs. Si l'entreprise a un niveau d'autonomie acquis élevé et le transfert de connaissances est faible, on est dans l'approche de la préservation. Si le transfert de connaissances est élevé et le niveau d'autonomie il est vraiment faible, on est dans la phase d'absorption. Si l'entreprise est dans un niveau d'autonomie qui est élevé et le transfert de connaissances aussi il est élevé, on est dans la phase de symbiose. Donc, on va voir en détail chaque partie pour les approches d'intégration. Concernant l'absorption, donc c'est une forte interdépendance stratégique et peu de besoins d'autonomie organisationnelle. Donc, adaptation rapide des stratégies, de la culture et des systèmes de l'entreprise acquises. Donc, c'est-à-dire les deux parties. Il y a une partie qui est dominante, qui a absorbé, on va dire, l'autre entreprise, parce que l'autre entreprise a besoin de sa forte stratégie, de sa culture et de tout pour atteindre ses objectifs. Donc, l'absorption, il y a une partie qui est la plus dominante, où il y a une forte interdépendance stratégique et besoin d'autonomie organisationnelle. Pour la préservation, peu d'interdépendance et un besoin élevé d'autonomie. Donc, les anciennes stratégies, culture et systèmes peuvent être maintenus comme avant. Donc, s'il y a un niveau d'interdépendance qui n'est pas vraiment élevé, qui est vraiment faible, et un besoin d'autonomie qui est fort. Donc, chaque partie, elle veut conserver sa propre stratégie, sa culture et tout. Donc, les anciennes stratégies vont être maintenues. C'est dans le cas de la préservation. Pour le cas de symbiose, donc forte interdépendance stratégique, mais besoin élevé d'autonomie. Donc l'entreprise acquise et l'entreprise acquéreuse apprennent et adoptent les meilleures qualités l'une de l'autre. Donc ils tirent le maximum d'avantages de chaque partie. Les soins intensifs, donc ont lieu là où il y a peu à gagner à l'intégration. Donc ces acquisitions peuvent survenir lorsque la société acquise est en mauvaise santé financière. Donc, une action corrective très rapide est nécessaire. Le PDG acquis peut être remplacé si la situation elle est grave. Donc, ça concernant, on va dire, les différentes approches d'intégration. Maintenant, concernant la dernière approche d'intégration, donc c'est les acquisitions de réorientation.
qui se produisent lorsque la société acquise est en bonne santé et bien gérée. Donc, mais il est nécessaire d'intégrer l'administration centrale et d'aligner les fonctions marketing et commerciales. Donc ici, les ressources distinctives de la société acquise sont laissées et peu de changements dans les opérations internes. Donc un nouveau top manager est généralement recruté pour diriger la société acquise. Donc les fusions et acquisitions sont rarement des événements ponctuels pour une organisation. Il y a des acquéreurs en série, donc c'est-à-dire ils effectuent plusieurs acquisitions, souvent en parallèle. Cela leur permet d'acquérir une expertise en fusion et acquisition. Les exemples incluent Cisco Systems et IBM. Donc ces deux boîtes, ils font des acquisitions et des fusions d'une manière contenue dans l'objectif d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles expertises. Il y a aussi des investissements, donc le processus de vente d'une entreprise qui ne correspond plus à la stratégie d'entreprise. Donc l'entreprise devrait être vendue. Donc si jamais il y a des problèmes avec les deux parties, donc ils peuvent faire des investissements et vendre la partie de l'entreprise. Maintenant, quelles sont les raisons clés de l'échec de nombreuses fusions et acquisitions? De 1, c'est la difficulté d'intégration. Évaluation inadéquate de la cible, donc ils n'ont pas bien choisi l'entreprise dès le départ. Ils ont eu du mal d'intégrer la nouvelle entreprise, que ce soit au niveau culturel, au niveau organisationnel, donc il y avait des conflits. Dette importante ou extraordinaire, incapacité à réaliser une synergie, donc il est difficile de trouver un terrain d'entente entre les deux parties, trop de diversification. Donc il y a beaucoup de différences entre les deux parties. Gestionnaire trop concentré sur les acquisitions. Donc le gestionnaire veut vraiment tout prendre par rapport à l'entreprise. Il est très concentré donc sur les acquisitions. Une acquisition trop importante. Donc l'autre partie n'a pas vraiment, on va dire, une marge pour prendre ou pour reprendre ses activités. Difficile d'intégrer différentes cultures organisationnelles. Donc il y a différences culturelles, baisse du moral des employés en raison des mises à pied et des déménagements. Bien évidemment, donc s'il y aura changement des locaux, s'il y aura par exemple changement des fonctions de certains employés, s'il y aura des licenciements suite à cette acquisition, donc soit pour diminuer les coûts ou pour une autre stratégie, donc ça peut engendrer une baisse du moral pour les employés. Maintenant, quels sont les avantages potentiels de la fusion ou de l'acquisition d'une entreprise? Donc, pour fournir une utilisation améliorée de la capacité, pour mieux utiliser la force de vente existante, réduire le personnel d'encadrement, pour gagner des économies d'échelle, donc ils font augmenter la capacité de production, pour lisser les tendances saisonnières des ventes, pour accéder à de nouveaux fournisseurs, distributeurs, clients et produits, acquérir de nouvelles technologies, gagner des parts de marché, pour pénétrer les marchés mondiaux, pour gagner en puissance de tarification et pour réduire les obligations fiscales. Donc ça, par rapport aux avantages. Donc il y aura bien évidemment des avantages financiers et aussi un partage de connaissances, amélioration des compétences donc auprès de personnel et pourquoi pas aussi viser à l'international et les marchés mondiaux suite à une fusion ou à une acquisition. Maintenant, la troisième et la dernière méthode stratégique, c'est l'alliance stratégique.
Donc, une alliance stratégique est le fait que deux organisations ou plus partagent des ressources et des activités pour poursuivre une stratégie commune. Donc ici, il y aura partage de ressources et d'acquisition pour poursuivre une stratégie commune. Donc, on a différents types d'alliances stratégiques en termes d'appropriation. Il existe différents types d'alliances stratégiques. Il y a les alliances d'équité, qui impliquent la création d'une nouvelle entité détenue séparément par les partenaires impliqués. Il y a les alliances sans équité, sont généralement des alliances plus lâches, sans propriété et souvent basées sur des contrats, par exemple la franchise, l'octroi de licence et la sous-traitance. Donc, dans le cas des alliances d'équité, une entreprise A et B, donc une partie d'entreprise A et une partie d'entreprise B vont créer une nouvelle entreprise C. Alliance sans équité, c'est comme dans le cas de la franchise, il y aura un contrat entre la société mère et l'autre entreprise sur que ce soit sur le cas, sur l'implantation des produits, etc. Et après, il y aura pas, on va dire, il n'y aura pas un suivi continu. Donc la relation, elle est plus ou moins lâche. Donc c'est pas une relation de suivi très forte. Pour l'alliance d'équité, donc qui concerne le premier type, la forme la plus courante d'alliance en capital est la coentreprise ou joint venture, donc dans laquelle deux organisations restent indépendantes mais ont créé une nouvelle organisation détenue conjointement par les parents. Par exemple, Etihad Airlines Airways a de nombreuses alliances de capitaux propres, notamment Alitalia, Air Berlin, Air Serbia, Air Seychelles, IndiaJet Airways, etc. Donc ça, comme nous avons dit, entreprise A et B, il y a une partie de l'entreprise A et une partie de l'entreprise B qui ont formé une nouvelle entreprise qui est l'entreprise C. Bien évidemment, l'entreprise A et B restent deux entreprises indépendantes. Maintenant, deuxième type, c'est alliance de consortium, donc implique plusieurs partenaires qui créent une entreprise ensemble. Un exemple est le consortium de recherche Sematech, mis en place par IBM, HP, Toshiba et Samsung. Donc, dans ce cas, il n'y a pas seulement deux entreprises, mais plusieurs entreprises qui vont créer une autre entreprise indépendante. Pour l'alliance sans équité, qui est le deuxième type d'alliance, les alliances sans participation au capital reposent souvent sur des contrats. De telles alliances sont également courantes dans les secteurs privés et publics et sans but lucratif. Donc, trois formes courantes d'alliances sans participation au capital, qui sont franchisage, licence ou sous-traitance à long terme, donc, qui est courante dans la fourniture de pièces pour la construction automobile. Motifs des alliances. Maintenant, quels sont les motifs des alliances? Donc, échelle des alliances, réduction des coûts. Donc, quels sont les avantages plutôt de faire une alliance stratégique? Réduction des coûts, plus de pouvoir de négociation et partage des risques. Dans ce cas-là, il y a l'entreprise A et B, donc ils ont les mêmes inputs, les mêmes matières premières, ils vont utiliser par exemple les mêmes matières premières, ils vont faire des négociations avec les fournisseurs, tous les deux, donc ils vont avoir un pouvoir de négociation plus fort parce que les deux entreprises vont combiner tous les deux pour faire la négociation et par la suite ils vont faire cette output aussi ensemble, donc il y aura bien évidemment un partage de risques. Pour le deuxième type ou deuxième motif, c'est alliance d'accès. Donc les partenaires fournissent les capacités nécessaires, par exemple des points de distribution ou des licences en marque. Par exemple, si l'entreprise A besoin des points de vente ou des points de contact pour commercialiser ses produits, donc l'entreprise B peut aider l'entreprise A afin de distribuer leurs produits.
Donc, on appelle ça alliance d'accès. Il y a l'alliance complémentaire. Donc, il s'agit de rassembler des forces complémentaires pour compenser les faiblesses de l'autre partenaire. Ici, donc, l'entreprise A et B. L'entreprise a des compétences ou a des forces que l'entreprise B ne possède pas et vice-versa. Donc, ces deux entreprises vont rassembler ces forces afin donc d'atteindre les objectifs ou afin d'avoir un output satisfaisant. Donc l'entreprise A va aider l'entreprise B et vice-versa à travers des forces et des compétences complémentaires. Pour alliance collusoire, donc il s'agit d'accroître le pouvoir de marché. Donc pour accroître le pouvoir de marché, pourrait être gardé secret pour échapper au règlement de la concurrence. Alors, maintenant, pour le processus d'alliance stratégique, il y a deux thèmes sont essentiels au succès des alliances. Co-évolution. Donc, c'est le besoin de flexibilité et de changement à mesure que l'environnement, la concurrence et les stratégies des partenaires évoluent. Donc, co-évolution, c'est le besoin de flexibilité et de changement à mesure que l'environnement, la concurrence et les stratégies des partenaires évoluent. La confiance, les partenaires doivent se comporter de manière digne de confiance tout au long de l'alliance. Donc, les deux parties doivent évoluer dans le même sens. Et aussi, il faut avoir une relation de confiance entre les deux parties. Donc, concernant l'évolution de l'alliance stratégique, il y a dans ce processus courtship, donc la première étape, c'est le fait de trouver le bon partenaire. Deuxième étape, c'est la négociation. Donc, comme le processus de acquisition, d'accord, qu'on a déjà vu dans les slides précédents. Deuxième étape, c'est la négociation, c'est le fait de convenir des rôles, de la propriété, de la part des bénéfices et des responsabilités. Donc, il faut se mettre d'accord sur les rôles de chaque partie, sur la propriété aussi de chaque partie, de la part des bénéfices, etc. Démarrage, donc startup, c'est engagement des ressources, mise en place de systèmes, ajustement, bien évidemment entre les deux parties. Maintenance, investissement et opération continue, évoluer avec le changement. Résiliation, trouver une stratégie de sortie, parfois amicale, mais parfois amère. Donc ça, c'est l'évolution de l'alliance stratégique. Ça commence avec de trouver ou de chercher le bon partenaire. Après la négociation des différentes clauses de cette nouvelle alliance. Par la suite, le démarrage sur le marché. Maintenant, c'est, on va dire, être à jour. Donc, il faut évoluer le changement, d'accord? Changement dans l'environnement, changement entre les deux parties. Il faut faire le travail d'une manière continue au fur et à mesure à ces changements. Après, il y aura la résiliation. Donc, ici, il y a un schéma récapitulatif donc de l'évolution de l'alliance stratégique. Donc, ça commence avec courtship. Donc, c'est le fait de chercher le bon partenaire, négociation avec les différentes parties, startup, donc c'est lancement, démarrage, plutôt maintenance, maintenance entre les deux parties, donc le fait de suivre l'évolution et par la suite résiliation, soit divorce, donc soit d'une manière amicale, soit d'une manière pas amicale, soit ils vont faire une extension. Donc ça, c'est le schéma de l'évolution de l'alliance stratégique. On va faire une comparaison entre acquisition, alliance et développement organique. Donc, on va faire une comparaison entre les trois méthodes stratégiques. Les facteurs clés dans le choix de la méthode de développement de la stratégie, donc il y a urgence, incertitude, type de ressources et capacité. Concernant le premier point qui est l'urgence, donc le développement organique est le plus lent parce que c'est l'entreprise elle-même qui va monter le nouveau produit ou
le nouveau service. Donc, ça sera lent. Les alliances accélèrent le processus parce que les entreprises peuvent partager les compétences, les connaissances, peuvent faire, voilà, comme nous avons vu tout à l'heure pour les alliances. Donc, il y a une entreprise qui a une capacité bien particulière, elle va aider l'autre entreprise qui n'a pas ces capacités et vice-versa. Donc, les alliances accélèrent le processus, mais les acquisitions sont les plus rapides. Donc, dès le départ, si on souhaite se lancer dans un produit bien déterminé, donc on va faire le processus d'acquisition et on va viser l'entreprise qui a certainement ces capacités. Par la suite, incertitude. Une alliance signifie que les risques et les coûts sont partagés et donc un échec significatif que ces coûts sont partagés. Type de ressources et capacités. Donc, les acquisitions fonctionnent mieux avec des ressources dures, par exemple des unités de production, plutôt que des ressources immatérielles, par exemple des personnes. Donc, le choc des cultures est le gros problème. Dans le cas des acquisitions. Pour les facteurs clés du succès, donc les éléments clés de la gestion des fusions, acquisitions et des alliances, il faut avoir des ajustements stratégiques, des ajustements organisationnels, évaluation correcte de la situation, une bonne intégration, coévolution et stratégie de sortie appropriée. Donc ça, ce sont les facteurs clés du succès pour une bonne gestion de fusion, acquisition et des alliances. Donc, pour résumer maintenant, donc il existe 3 grandes méthodes pour poursuivre une stratégie de croissance, soit stratégie de la fusion-acquisition, soit stratégie alliance stratégique ou développement organique. Donc ça, ce sont les 3 méthodes stratégiques. Le développement organique peut être continu ou radical. Donc le développement organique radical est appelé entrepreneuriat corporate. Les acquisitions peuvent être hostiles ou amicales. Donc, les motivations des fusions et acquisitions peuvent être stratégiques, financières ou managériales. Le processus d'acquisition comprend le choix de la cible, l'évaluation et l'intégration. Les alliances stratégiques peuvent être équitables ou non équitables. Donc, les principales motivations des alliances stratégiques incluent l'échelle, l'accès, la complémentarité et la collusion. Le processus d'alliance stratégique repose sur la coévolution et la confiance. Le choix entre les méthodes d'acquisition, d'alliance et organique est influencé par 3 facteurs clés, qui sont l'urgence, l'incertitude et le type de ressources et de capacités. Donc, ça dépend si l'entreprise elle est en cas d'urgence ou pas. Donc, si elle n'est pas dans le cas d'urgence, elle va opter pour première méthode stratégique qui est le développement organique. Si elle est dans le cas d'urgence, donc elle va opter pour l'acquisition ou l'alliance. Même chose pour l'incertitude et le type de ressources de capacité. Donc, comme ça, on a clôturé la partie stratégique, on a clôturé le cours stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter afin de répondre à vos questions. Et si les études cas vous intéressent aussi, n'hésitez pas à me contacter afin de vous envoyer les cas et on peut les corriger ensemble à fur et à mesure. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention et à la prochaine.